Vous connaissez maintenant les notions fondamentales de l'orienté objet que sont l'encapsulation, l'abstraction et l'héritage. Il est temps d'aborder une notion tout aussi centrale, celle du polymorphisme. De façon générale, le polymorphisme est le fait qu'un même code puisse s'adapter automatiquement au type des données auxquelles il s'applique. Il s'agit d'une notion importante car elle permet d'aller vers du code générique, du code qui s'écrit de façon unifiée pour différents types de données. Pour introduire un peu plus concrètement la notion de polymorphisme, partons d'un exemple. Supposons donc que l'on souhaite programmer un jeu qui met en scène les personnages de la hiérarchie qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans les séquences précédentes. Supposons que notre jeu comporte un personnage principal, qui serait le joueur, et que dans un tour de jeu, ce dernier soit amené à faire des rencontres, c'est-à-dire qu'il soit rencontré par tout un ensemble d'autres personnages. Ensemble de personnages en C++ pourrait naturellement prendre l'allure suivante, un vecteur de personnages, qui seraient les autres. Et pour écrire le code qui fait que les autres rencontrent le joueur, eh bien, une boucle for, comme ceci par exemple. Où chacun des autres personnages rencontre tour à tour notre joueur. Pour que notre jeu ne soit pas trop monotone, nous aimerions évidemment avoir dans la collection des autres personnages, des personnages de nature diverse, de formes diverses. C'est-à-dire qu'ici, dans cette variable perso, nous aurions tour à tour un guerrier, un voleur, un sorcier. Nous savons aussi depuis une séquence précédente que une sous-classe peut avoir sa propre définition plus spécifique d'une méthode déjà définie plus haut. Par exemple, on pourrait imaginer que lorsque le voleur rencontre le personnage, il le vole. Le polymorphisme est le fait justement d'appliquer le même code à des objets prenant plusieurs formes et que l'exécution du code s'adapte automatiquement à la forme de l'objet. Cela veut dire concrètement que si à un moment donné notre personnage est un voleur, la méthode rencontrée va être choisie de sorte à être celle du voleur, qui va donc trousser notre personnage principal sans autre forme de procès. L'idée est donc que grâce à l'héritage, le même code peut s'appliquer à toutes les formes de personnages possibles. Toutes ces formes de personnages ont une méthode rencontrée, que la façon dont un personnage en rencontre un autre peut prendre différentes formes, c'est-à-dire concrètement qu'un magicien peut saluer le personnage, un guerrier peut le frapper, un voleur le voler, et ainsi de suite. Et donc, grâce au polymorphisme, le même code, appliqué à différents personnages, pourra avoir un comportement différent propre à chacun. Très concrètement, si je mets un voleur dans un personnage, dans une solution polymorphique, la méthode rencontrée s'adapterait automatiquement à la nature réelle de l'objet contenu dans la variable personnage, et donc ici, on appliquerait la méthode rencontrée du voleur. L'intérêt de manipuler un voleur sous la forme d'un personnage et non pas directement sous la forme d'un voleur est justement de pouvoir faire des manipulations unifiées sur toutes sortes de types d'objets. Vous en avez un exemple concret ici où tout un ensemble de personnages de nature diverse sont manipulés de façon unifiée en étant placés dans un tableau de personnages. Ceci présuppose qu'à un moment donné, j'ai dû mettre dans ma collection de personnages des personnages de nature diverse, c'est-à-dire que j'ai dû faire des manipulations qui ressemblent à ceci. Par exemple, si j'ai un objet de type guerrier et un objet de type sorcier, alors, j'ai rempli mon tableau de personnages en faisant par exemple quelque chose comme ceci. C'est-à-dire, puisque les entrées de mon tableau sont de type personnage, que l'on a mis dans un personnage un objet de type guerrier. Petit rappel sur l'héritage, affecter un guerrier à un personnage est tout à fait licite. Dans une hiérarchie de classes, la sous-classe hérite de la superclasse non seulement les attributs et les méthodes, mais également le type.
Un guerrier est donc aussi un personnage et de ce fait, cette affectation est tout à fait licite. Rappelons également que l'héritage est transitif, c'est-à-dire que je pourrais tout autant affecter un sorcier à un personnage. Pourquoi? Parce que l'héritage étant transitif, un sorcier est un magicien qui est un personnage à son tour. Donc le sorcier est aussi un personnage. On a donc le droit de faire correspondre à un objet de type superclasse un objet de type sous-classe. On en voit un exemple ici dans le cadre de l'affectation. Ce droit existe également dans le cadre du passage des paramètres et nous allons en voir un exemple sur le transparent suivant. On suppose ici l'existence d'une hiérarchie de classes telle que décrite dans l'exemple précédent. Un programmeur qui utilise cette hiérarchie de classes a programmé une fonction faire rencontrer qui permet à un personnage d'en rencontrer un autre. Cette fonction faire rencontrer est utilisée dans son programme principal et il lui est passé en argument un premier personnage qui est un guerrier et un second personnage qui est un voleur. Tout ceci pour montrer qu'on peut tout à fait mettre un guerrier dans un personnage ou un voleur dans un personnage dans le cadre du passage des paramètres. Mettre un objet de type sous-classe dans une variable de type superclasse est autorisé aussi bien dans le cadre de l'affectation que celui du passage des paramètres. Ceci grâce à l'héritage du type dans une hiérarchie, un guerrier est un personnage. Un peu plus formellement donc, le polymorphisme est le fait que des instances d'une sous-classe soient substituables aux instances des classes de leur ascendance, des superclasses, soit en argument de méthode, soit lors d'affectation, ce que l'on vient de voir dans les transparents précédents, tout en gardant leurs propriétés propres. Dans le cas de cet exemple, l'idée serait donc de mettre un voleur dans un personnage tout en garantissant que l'exécution de la méthode rencontrée s'adapte automatiquement à la nature réelle de l'instance contenue dans la variable personnage, c'est-à-dire qu'on appliquerait la méthode rencontrée du voleur. Le fait de pouvoir mettre un voleur dans un personnage est une conséquence directe de l'héritage. Par contre, le fait que la méthode à invoquer soit choisie pendant l'exécution en fonction de la nature réelle des instances dépend de ce que l'on appelle la résolution dynamique des liens. Voyons maintenant de quoi il s'agit concrètement. Revenons pour cela à notre exemple précédent où nous avons substitué un objet de type sous-classe à une instance de type superclasse ici. Donc nous avons mis un guerrier dans un personnage, qui est le paramètre 1 de la méthode faire rencontrer, et nous appelons la méthode rencontrée sur le personnage en question. Nous nous plaçons ici dans le contexte où notre hiérarchie de classe aurait deux méthodes rencontrées. Une définie dans la superclasse, qui est la méthode par défaut, la méthode générale, et une spécialisée pour les guerriers dans la sous-classe guerrier. Laquelle des deux méthodes rencontrées va ici être appelée? En y regardant de plus près, eh bien on se rend compte qu'il existe ici deux points de vue possibles. Le premier consiste à dire que 1 est de type personnage, donc il faudra aller chercher la méthode rencontrée dans la classe personnage. Le second qui consiste à dire on a mis dans personnage un guerrier, et donc c'est dans la classe guerrier qu'il faut aller chercher la méthode rencontrée. Il y a donc un point de vue qui consiste à dire que c'est le type de la variable qui prime pour le choix de la méthode, et un second point de vue qui consiste à dire c'est le type de l'objet effectivement contenu dans la variable qui va être décisif pour le choix de la méthode. En C++, si l'on ne fait rien de particulier, c'est le type de la variable qui détermine la méthode à exécuter. On a ce qu'on appelle la résolution statique des liens, ce qui veut dire que ici, c'est la méthode rencontrée de personnage qui va être appliquée. On parle de résolution statique parce que le choix de la méthode peut se faire statiquement avant même que le programme ne s'exécute pendant la compilation. Dans cette phase-là, on peut déjà savoir de quel type est une variable et sur la base de ce type, choisir la méthode à appliquer. Dans certains cas, il peut cependant sembler plus naturel d'avoir recours à un autre type de résolution, ce que l'on appelle la résolution dynamique des liens, une résolution où le choix de la méthode va se faire à l'exécution dynamiquement en fonction de l'objet réellement contenu dans la variable. Ce qui voudrait dire ici que l'on pourrait faire en sorte que la méthode rencontrée soit ici celle de l'objet réellement stocké dans la variable de type personnage. La résolution statique des liens
et ce qui se met en œuvre par défaut en C++ si l'on ne fait rien de particulier. Il est cependant possible d'avoir recours à la résolution dynamique des liens, mais pour cela, il faut faire intervenir deux ingrédients particuliers. Le premier est qu'il faut que les méthodes que l'on souhaite voir résolues dynamiquement soient déclarées avec une étiquette particulière, que ce soit des méthodes virtuelles, et il faut qu'elles puissent s'exercer sur les instances réelles des objets via des références ou des pointeurs. Notre petit exemple du début fait donc de la résolution statique des liens ici. Pour qu'il fasse de la résolution dynamique, il faudrait que la méthode rencontrée soit virtuelle et il faudrait qu'elle s'applique non pas à un objet, mais à une référence à cet objet ou un pointeur vers cet objet, ce qui n'est pas le cas ici. Nous avons donc bel et bien ici de la résolution statique. Les méthodes virtuelles et leur utilisation au travers de références et de pointeurs vont faire l'objet de notre attention dans la séquence suivante.